l'hyperinflation, la guerre, la pandémie, quel scénario de sortie de crise? Je remercie nos panélistes, Si Jawad Kardoudi et Si Mehdi Fakir d'avoir répondu à l'invitation. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau. Si Jawad Kardoudi, outre étant le fondateur de l'Institut marocain des relations internationales IMRI, il est l'un des premiers diplômés d'école de commerce de HEC du Maroc. Il a exercé dans différents domaines, notamment à l'Office de commercialisation et d'exportation et dans plusieurs entités nationales. Il est également professeur de relations internationales. Si Mehdi Fakir, je ne sais pas s'il est nécessaire de le présenter. Si Mehdi est économiste, expert comptable, diplômé doublement de l'ISCAE, du cycle normal et du cycle d'expertise comptable. Et moi-même, Omar Filali, qui ai le plaisir de présenter ce webinaire. Alors, ce webinaire va se dérouler en 3 étapes. La première étape, on va essayer de dresser le tableau de ce qui se passe actuellement. Quelles sont les causes de cette crise? Ensuite, nous allons parler de l'impact de la crise sur l'économie marocaine. Dans une 3e étape, on va sortir avec des recommandations pour l'économie marocaine et pour l'entreprise marocaine. Alors, dans un premier temps, je pose la question de Si Jawad. Si Jawad, à ton avis, présenter comment cette une crise situation actuelle de l'économie mondiale qui a en fait subi 2 chocs successifs. Le premier a été la pandémie du Covid-19 qui a été déclenchée en Chine en décembre 2019 avec une catastrophe humanitaire puisque valeur aujourd'hui, on a 501 millions de contaminations et 6,19 millions de décès. Les pays qui ont été les plus touchés par cette pandémie sont les États-Unis, l'Inde, le Brésil, la France et l'Allemagne. Le confinement que nous avons tous supporté a paralysé l'activité économique intérieure et le commerce international du fait des restrictions de la mobilité. Le côté négatif de la mondialisation est apparu en plein jour, notamment la dépendance vis-à-vis de l'Asie et de la Chine en particulier, qui est devenue l'atelier du monde. Un effort gigantesque a été fourni par tous les pays pour lutter contre la pandémie avec des mesures drastiques de prévention et une invention accélérée des vaccins. Alors que les vaccins, en général, il faut 10 ans pour les mettre au point. Là, en une année, les vaccins ont pu être faits. On a constaté aussi le retour de l'État-nation qui s'est porté au secours à la fois des ménages et des entreprises en grande difficulté en s'endettant énormément. Alors, pour terminer, pourquoi j'ai parlé de la pandémie du Covid? Parce que malheureusement, elle est encore là et donc l'économie mondiale a connu en 2020 une régression de 3,1% d'une façon inégale avec des pays qui, comme le Royaume-Uni qui ont eu une contraction de leur PIB de près de 10%, et seule la Chine a eu une croissance positive de 1,1%. Donc voilà, je voulais simplement rappeler la pandémie. Alors, en 2021, il y a eu une relance de l'économie mondiale grâce à la maîtrise plus accentuée de la pandémie et des plans énormes, très importants, de relance des économies, notamment aux États-Unis et en Europe, avec des grandes facilités des banques centrales,
ce qui a permis à l'économie mondiale d'augmenter de 5,9% en 2021. Donc en 2021, on était bien parti après une année 2020 de régression. Et puis est venue malheureusement la guerre d'Ukraine qui a débuté le 24 février 2022 et qui a rabattu les cartes en fait vers une économie qui souffre avec une augmentation du PIB qui serait, selon l'OMC, que de 2% pour 2022. Et donc, cette année 2022 est pleine d'incertitudes, surtout pour les pays les plus pauvres, étant donné que, et je voudrais quand même donner ces chiffres, la Russie et l'Ukraine représentent 25% du commerce mondial de blé, 15% de l'orge et 45% de tournesol. Et les pays comme l'Afrique et le Moyen-Orient, 50% de leurs besoins en céréales proviennent de la Russie et de l'Ukraine. Donc, on a véritablement une situation très difficile en 2022. Je vais me permettre un peu de dresser un peu le topo, après bien sûr l'introduction de Steve Jawad Kaddoudi, d'essayer un petit peu de revenir sur, de contextualiser mieux cet enjeu. Donc, je vais essayer un petit peu de partager avec vous quelques slides, que je vais essayer qu'ils soient les plus brefs possible, très très rapidement. Alors, juste pour... Et ça, je reçois entièrement ce qu'a expliqué Steve Jawad, c'est que nous sommes devant une crise qui est multidimensionnelle, cette crise-là. Le problème aujourd'hui, c'est que l'inflation a dû, en quelque sorte, l'inflation a dû devenir un problème suite à cette crise. Pourquoi? Parce que l'inflation qui a précédé la crise, en d'autres termes, comme l'a si bien dit ici, la volonté des banques centrales et des banques qui étaient généreuses, c'était de soutenir, bien sûr, les structures sociétales et économiques pour les maintenir en vie en période où, au regard du contexte pandémique, on a vu d'une partie non négligeable des activités humaines et des activités industrielles, ce qui a engendré et entraîné, comme vous le savez, c'est-à-dire arrêt de production, arrêt de création de valeur ajoutée, mais en même temps, on a continué, bien sûr, à consommer. Et là, effectivement, l'inflation qui était la résultante de ce contexte pandémique était je dirais une quelque sorte d'inflation qui était tout à fait artificielle. La preuve, c'est que l'année d'après, on a vu que, en quelque sorte, il y a eu, et comme l'a si bien dit ici Jawad, il a été remarqué que les économies mondiales ont pu plus ou moins, petit à petit, se redresser. On parle d'un taux de croissance de 7%. C'est un taux qui est un taux record, mais qui est par cet effet de rattrapage. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'une hyper cause du Covid, à mon avis. L'hyperinflation, elle est due principalement à cette guerre d'Ukraine, à cet enchérissement des prix de matières premières et cette capacité actuelle d'approvisionnement d'assurer une stabilité des prix. On parle d'un contexte particulier, c'est un géant, c'est-à-dire la Fédération russe, un conflit international, et de ce fait-là, nous ne pouvons pas parler d'un simple, je dirais, une simple guerre normale, non, c'est une qui est multidimensionnelle. Nous avons vu que l'ampleur également des sanctions qui malheureusement vont impacter durablement l'économie mondiale. De ce fait-là, cette hyperinflation
train de s'installer ou qui s'est installé, malheureusement, il est appelé à durer, ne serait-ce que à terme, tant que nous n'avons pas vu vraiment une vraie détente à l'international de la volonté politique à l'international. Alors, depuis, bien sûr, on a vu un petit peu je dirais, des cours de matières premières, les cours du US, en quelque sorte, du gaz, le cours du pétrole, tout a flambé. Tout a flambé et nous ne pouvons pas aujourd'hui négliger cette flambée sur l'hyperinflation, sur cette incapacité des mesures à faire face à cette hyperinflation. Le problème aujourd'hui, prenons le cas du Maroc. Nous ne sommes pas aujourd'hui devant un contexte qui est facile. Le gouvernement a une marge de manœuvre en tout cas pour l'instant, on va y arriver bien sûr dans le cadre un petit peu de l'avancement de notre séminaire, on va en parler en long et en large, mais nous n'avons pas cette capacité à avoir des politiques immédiates ou des mesures immédiates, même par la faute de la politique monétaire. J'ouvre une petite parenthèse pour rappeler la décision de la Banque centrale de maintenir le taux directeur à son niveau actuel, ce qui dénote un petit peu d'une résilience de la Banque centrale de suivre de près cette crise et de ne pas prendre une décision qui va être lourde. Je parle bien de l'augmentation du taux directeur. Pour justement expliquer quel est l'impact sur l'économie marocaine, je rappelle que le Maroc importe principalement des combustibles et de l'ammoniac et du gaz et des fuels, ainsi que l'essence de pétrole à la fédération, qui font pratiquement plus que la moitié. Et de ce fait-là, soit privé de ces matières, devrait le pousser à aller chercher ailleurs, à un contexte de rareté et un contexte de surenchérissement de prix en quelque sorte. Par contre, nos importations demeurent faibles, nos exportations, pardon, demeurent. Et ça, c'est pas ça qui va peser sur l'économie marocaine, loin de là. 123 millions de dirhams d'agrumes exportés en Russie. Si on les recycle sur le plan national, ça devrait se traduire par une baisse, c'est tout à fait le contraire, une baisse des prix. Alors, avec nos amis ukrainiens, c'est le blé. Et du moment qu'on n'a pas de blé, 1,120 milliard de dirhams, on doit le chercher à l'international. Ça va nous coûter plus cher et de facto, ça va engendrer un surenchérissement, bien sûr, et une pression plus importante sur l'économie, bien sûr. De même pour en quelque sorte, les engrais. Bon, les engrais, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'est pas dans l'embarras du choix. Il trouve toujours des débouchés à l'international. Tout ceci pour dire que sur le plan, en quelque sorte, des ménages, nous avons noté qu'il y a, je dirais, une augmentation des prix, bien sûr, à la consommation. Le dernier chiffre de la banque, plutôt de Haut Commissariat au Plan, parle d'un surenchérissement de l'ordre de 4% du coût de la vie. Cet enchérissement, c'est le panier de la ménagère, de l'appeler, malheureusement, ne fait que commencer. Certes, on le subit en fait. Bien sûr, on le subit de plein fouet si nous prenons les prix de l'essence, si nous prenons les prix à la consommation au niveau des, je dirais, et au niveau bien sûr des certaines bien sûr qu'on surface, même si aujourd'hui on peut vous qui est le plus c'est les denrées de première nécessité, mais il faut appeler les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on sait pertinemment que c'est l'énergie. C'est l'énergie qui poserait un vrai problème. Alhamdoulilah, les dernières précipitations devraient relativement sur les capacités de l'agriculture nationale subvenir bien sûr à nos besoins. On va parler par la suite un petit peu des politiques à mener. Mais en dernier, un plat. Aujourd'hui, on peut considérer que sur le vraiment local, nous n'avons pas je dirais, de solution d'État. Et là, vous avez entendu les dernières déclarations, 14 milliards de plus, je dirais, de budget et d'enveloppe pour la compensation, à un taux record. Je parle bien sûr de déficit budgétaire qui, même au niveau de la loi de finances, 10%, je pense qu'on ira jusqu'à 8, 9, peut-être 10% par ce budget d'État qui va, ne serait-ce que pour le moment, supporter cette pression.
les volontés bien sûr, un petit peu des pouvoirs publics à travers le financement de subventions du carburant professionnel qui devrait coûter quelque chose comme 2 et plus au budget de l'État. Ce n'est pas rien. Dire aujourd'hui qu'au sein de sécurité, c'est jusqu'à nouvel ordre le budget de l'État. Et enfin, aujourd'hui, nous étions en train de parler de 1,2% de taux d'inflation cible au niveau de la loi de finances. Maintenant, on est sur 4,1% des derniers chiffres de la Banque centrale. C'est-à-dire que malheureusement, ça va peser tous les volets, y compris les échanges extérieurs, au regard de la flambée des fret. Et on parle de 3, fois 3 jusqu'à fois 5, fois 10 dans certaines destinations. Et peut-être la dernière détente géopolitique, et Jawad en parlait avec l'Espagne, vu la proximité géographique, alléger cette pression sur l'économie marocaine. Est-ce que l'ouverture, la réouverture très proche devrait en quelque sorte animer le circuit, bien sûr, des commerces à l'international entre les deux pays, et réanimer l'économie marocaine? Ça, c'est une chose, et je pense que l'état politique démontre à quel point le politique pèse très, très lourd sur l'économique. Voilà pour cette première, en quelque sorte, intervention qui est apportée sur un topo global, sur, en quelque sorte, je dirais, en quelque sorte, l'impact de cette crise sur le plan économique, sur le plan local, sur le plan national, tout en faisant le lien avec l'international, parce que c'est un tout social. On ne peut pas expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, le situer par rapport à son contexte international. Mais notez bien que l'hyperinflation du Covid, c'est une inflation qui était artificielle et qui a été résorbée en partie, ne serait-ce par l'effet de rattrapage. Aujourd'hui, nous vivons une inflation qui devrait vraiment nous inquiéter pour la suite. Bien sûr, lié au surenchérissement des dépenses. Merci, c'est Mehdi, pour cet exposé clair, et concis, et précis et chiffré. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'efforts de recherche. C'est magnifique. Si Jawad, parmi les impacts, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi des impacts positifs au niveau marocain, par exemple au plan des phosphates, des cours du phosphate? On va devenir la banque des phosphates au niveau mondial. Les revenus de phosphate sont et vont devenir encore plus importants. Et également, un autre aspect positif, c'est le repli souverainiste qui nous fait prendre conscience qu'on doit s'industrialiser plus et développer plus notre industrie. Alors, qu'en penses-tu, si Jawad, de ces deux aspects plutôt positifs de la crise? On voulait bien ouvrir ton micro, s'il te plaît. Micro. Voilà. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous que, heureusement, on a des éléments positifs, comme vous l'avez dit, avec les phosphates. Et là, je voudrais souligner le fait que l'OCP a donné au budget de l'État 8 milliards de dirhams, ce qui va un petit peu améliorer la situation financière. Et puis, il y a aussi l'idée que vous avez dite concernant finalement les industries de substitution. C'est un peu classique, le fait de remplacer les importations par des industries locales. Et je dois aussi reconnaître que Moulay Hafid Alami avait fait un grand travail pour justement aider les entreprises à produire ce que nous importons, et ça va certainement être continué par le nouveau ministre de l'Industrie. Je voudrais quand même revenir sur la situation actuelle de l'économie marocaine, d'ailleurs telle que
elle a été présentée par Banque al-Maghreb et je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet du fait que les indicateurs ne sont pas très bons, il faut le dire. Alors, je voudrais d'abord, en ce qui concerne la croissance économique, la Banque al-Maghreb prévoit 0,7% en 2022 contre 7,3% en 2021. Donc, ce chiffre de 0,7% est vraiment effrayant parce que on sait tous qu'il faudrait une croissance de 6% pour pouvoir combler le chômage. Donc ça, c'est déjà qui est dû, bien sûr, à la mauvaise campagne agricole et à l'effet de la guerre d'Ukraine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le déficit budgétaire où le Banque Maghreb prévoit 6,3% du PIB. Vous savez que la normale est de 3%, donc là, on est 2 fois plus que la normale avec 6,3%. Alors, également, l'inflation. Le Maroc a toujours lutté contre l'inflation et on était toujours entre 1 et 2. D'ailleurs, en 2021, on était à 1,4%. Et là, on est à 4,7%. Et je ne vous cache pas, en tant qu'économiste, avec bien sûr sous le contrôle de mon collègue Silmedi, en principe, pour lutter contre l'inflation, il faut augmenter le taux directeur. Or, Banque Maghreb a maintenu le taux de 1,5%. Alors, de mon point de vue, je pense que si Banque Maghreb a maintenu ce taux de 1,5%, c'est pour continuer à relancer l'économie marocaine comme elle l'a un petit peu été en 2021. Il n'a pas voulu briser, si vous voulez, l'élan. Bien sûr, il prend un risque parce que si l'inflation se maintient à ce taux-là ou augmente, à ce moment-là, ce sont les consommateurs marocains. Et d'ailleurs, beaucoup de ménages se plaignent de l'augmentation des prix des produits alimentaires. Et donc, c'est un risque, j'espère, calculé sur cette question du taux directeur. Alors, le déficit du compte courant aussi est mauvais, 5,5% en 2022. Et donc, globalement, les indicateurs pour l'année 2022 ne sont pas bons. Et donc, il faut, je pense, ce sera la troisième phase de notre webinaire, réfléchir ensemble comment essayer de sortir de cette crise économique qui impacte fortement l'économie marocaine. Merci. Merci Sijawad de me tendre la perche pour la troisième partie. Effectivement, le Maroc a encore un peu de latitude par rapport à sa gestion orthodoxe. Le Maroc a une gestion orthodoxe de son économie, de son inflation. Donc nous avons encore un peu de latitude et nous sommes encore en zone sûre. Maintenant, par rapport aux solutions, effectivement, qu'est-ce que vous préconisez, Silmedi, aussi bien sur un plan macro que sur un plan microéconomique? Et sur le plan macroéconomique, je pense qu'aujourd'hui, cette crise, ce n'est pas une crise qui comporte je dirais, des risques avant, mais c'est des menaces, mais surtout des opportunités. Il faut tout d'abord une lecture stratégique de ce qui se passe un peu partout dans le monde pour mieux le capter et pour mieux en profiter. Si l'OSOPER aujourd'hui est en train de cultiver un petit peu les fruits d'une stratégie long-termiste, c'est parce que l'OSOPER a commencé depuis des années et des années.
Il a bien analysé les choses stratégiquement. Je pense que l'OCP est une école en stratégie. C'est une vraie école. Et que l'OCP aujourd'hui, les réalisations extraordinaires ne sont pas le fruit de hasard. C'est le fruit d'une réflexion stratégique long-termiste qui a commencé depuis des années et des années. Aujourd'hui, il faut faire de même. Là, je lance un appel en quelque sorte à… Si tu permets, Sim Mehdi, je pense qu'il faut bien souligner la gestion de Sim Mustafa Tarab qui a fait en sorte que l'OCP soit le principal joueur et c'est lui qui fait les prix au niveau mondial. Et je pense que c'est un point important à souligner par rapport à l'OCP. Absolument. Donc, pourquoi je dis que l'OCP a compris que les aléas de la géopolitique sont tellement imprévisibles qu'il ne faut pas être à leur merci. Et que l'OCP a décidé d'anticiper depuis des années et des années ces évolutions en se positionnant un peu partout. Donc là, effectivement, c'est un appel à l'IRES, c'est un appel à la CGM, c'est un appel à l'IMRI, c'est un appel à toutes les forces vivantes de réflexion pour lire et relire cette crise pour en savoir qu'est-ce que nous pouvons en profiter, qu'est-ce que nous allons en tirer, nous, en tant qu'économie, à court, moyen et long terme. Parce que vous savez que ce qui se passe aujourd'hui avec la Fédération de Russie est tellement structurant et structurel que jamais on va revenir à la situation d'avant le 24 février. Jamais. Donc, c'est une redistribution des cartes à l'international et il faut qu'on soit de la partie. Donc là, c'est la première recommandation, c'est de lire la microéconomie et que ça impacte bien sûr notre stratégie, nos stratégies bien sûr à l'international, que ce soit opérateur économique ou État marocain. Maintenant, toujours sur le plan macroéconomique, il faut absolument comprendre que plus que jamais, la situation économique dépend de nos fondamentaux économiques. Là, je renvoie aux directives de Sa Majesté lors de l'ouverture de la session parlementaire d'octobre 2021. Il a appelé à la constitution de stocks stratégiques. Alors, lorsque je dis constitution de stocks stratégiques, il y a deux mesures. Il y a le court terme qui est bien sûr le stockage, c'est de disposer des meilleures infrastructures de stockage pour avoir la meilleure marge de manœuvre en matière, bien sûr, de gestion de stock stratégique. Mais à moyen et court terme, il faut que nous soyons plus dépendants. Ça suppose une mutation énergétique pour dépendre le moindre possible des énergies fossiles. Ça nécessite également une mutation, je dirais, importante de notre agriculture. Le plan Maroc vert ou la génération verte, il faut qu'elle soit orientée vers des cultures qui sont stratégiques. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes sur des cultures qui sont exportatrices, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est les cultures vivrières qui font la différence. Donc aujourd'hui, il faut vraiment une stratégie, avec bien sûr une carotte, un levier ou une batterie. Une carotte, c'est le cas de le dire, ça fait partie des cultures vivrières. Exactement. Alors, il faut vraiment un levier ou une batterie d'incitation sur le plan foncier, sur le plan fiscal, sur le plan financement et sur le plan, je dirais, accompagnement. Ça, c'est à mon avis très, très important. Maintenant, il y a peut-être des aspects, on va dire, sécuritaires hautement stratégiques, comme la sécurité alimentaire. Bien sûr. Puis la solidité des entreprises. Bien sûr. Et peut-être… pardon, vas-y. J'étais sur le point d'y arriver, effectivement, sur le point microéconomique, effectivement. Maintenant, sur le macro, c'est-à-dire comment notre pays va pouvoir créer ce coussin de sécurité. Et là, il y a un sujet plus important à se dire, Omar, c'est que malheureusement, le Maroc, en tant que pays, ne disposerait pas d'une cartographie des risques. Nous n'avons pas une gestion risk management intégrée. J'en ai personnellement parlé à maintes reprises. Comment voulez-vous que nous puissions gérer des risques alors que nous n'avons pas une cartographie des risques de l'État marocain? Nous n'avons pas une cartographie des risques marocaine globale qui permettrait d'imaginer des stratégies qui vont supporter ces crises, ces risques, et qui vont pouvoir par la suite ne pas être aujourd'hui sous la merci, bien sûr, de ces événements que nous sommes en train de vivre là. Et qui, malheureusement, le prix de carburant, s'il continue comme ça, ça va être très grave. Ça va être très, très grave. Donc, nous espérons une amélioration, un redressement des prix, mais bon, c'est vrai qu'il y a une volonté politique à travers l'utilisation
et le recours aux stocks stratégiques de pas mal de pays, tels que le Japon et les États-Unis, mais ce n'est pas aussi rassurant pour le cas du Maroc. Maintenant, sur le plan microéconomique, il est temps, comme je l'ai dit pour l'État, et au lieu d'être toujours, de ne pas avoir une vision à long terme, c'est-à-dire la mise en place d'une cartographie de risque, d'une vraie stratégie des risques, c'est idem pour la société, c'est-à-dire les entreprises, qu'elles soient TPME, PME et grandes entreprises. Beaucoup de sociétés aujourd'hui s'exposent je dirais, à des risques qui sont des risques en quelque sorte gérables. Si aujourd'hui, vraiment, je vois que l'avenir est imprévisible, il faut tout simplement s'équiper par des produits de couverture, des contrats de change à terme, des contrats à terme, c'est-à-dire d'approvisionnement à long terme. Donc, si on a ces instruments de couverture qu'on va démocratiser, ça également, c'est le rôle des banques. C'est un appel aux banquiers et aux établissements bancaires pour jouer leur rôle en la matière. Si on arrive à démocratiser l'accès à ces produits-là, les entreprises marocaines de notre pays vont avoir un coussin de sécurité, vont avoir de la visibilité. Mais aujourd'hui, lorsque je vois que les entreprises du PDP et de l'immobilier aujourd'hui, suite bien sûr à une note qui a été remontée par le ministre de l'Équipement, sont vraiment dans l'imprévisible et que le surenchérissement des coûts avec l'impossibilité de réviser les contrats à terme, fait en sorte que beaucoup de sociétés aujourd'hui sont asphyxiées et ils risquent d'être asphyxiées encore et que ça va malheureusement générer un effet néfaste, c'est la disparition d'une partie de notre tissu entrepreneurial. Et ça, ce n'est pas maintenant dans un contexte où on cherche à soutenir la relance économique que nous allons voir une partie non négligeable de nos entreprises disparaître et l'installation d'une morosité économique et de facto, une récession économique, c'est ça le peur. Nous avons beaucoup peur, bien sûr, que cette inflation, ces tensions inflationnistes, auxquelles l'a décrit Jawad, finissent par, en quelque sorte, détruire une partie des structures sociétales et économiques. La Banque centrale, aujourd'hui, je pense que la résilience l'impose. Et vraiment, augmenter le taux directeur risquerait d'avoir des effets collatéraux plus graves. Parce que là, ça va impacter la confiance au niveau de l'économie nationale, ça va impacter l'investissement, ça va impacter la dynamique économique. Je pense que la Banque centrale a préféré se donner un peu plus de temps, un tout petit peu plus de temps. Bon, nous sommes confortés par des réserves, oui, très confortables en matière de devises, alhamdoulilah. Même aujourd'hui, attention, avec toute la pression, je pense que les finances publiques se comportent bien, parce que le dernier chiffre de déficit, c'est uniquement 2,21 milliards de dirhams. C'est les derniers chiffres de la TGR qui vient de sortir. Je peux vous confirmer le chiffre maintenant, effectivement. Et ça c'est quelque chose qui est, à mon humble avis, reste et demeure quelque chose qui est très, très rassurant. Donc, être uniquement sur 2,1 milliards de dirhams, ça, c'est le dernier chiffre de la TGR. Dieu merci, hein, c'est-à-dire qu'on arrive un peu à juguler, à maîtriser. Je ne pense pas que la Banque centrale, devant une telle situation, ira jusqu'à augmenter le taux. Je ne le pense pas. Il faut que ça soit des chiffres encore plus conséquents. Mais la facture de la compensation, la facture des aides publiques, Aourach, Força et tout ça, elle est exorbitante. Donc l'État est en train de jouer son rôle pleinement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Et que nous attendons aujourd'hui, je dirais, un sursaut de la part de l'entreprise. C'est les bourses vives. Il ne faut pas attendre toujours que ce soit l'État qui va mettre de l'argent dans la table. Il faut que les sociétés se restructurent. Donc là, il y a un effort d'accompagnement, il y a un effort de prospection, il y a un effort de promotion pour trouver des alternatives, pour trouver des produits de substitution. Beaucoup de sociétés aujourd'hui ne connaissent pas le marché international. Si vous leur dites, pour une raison ou pour une autre, il n'y a plus alors, ils bloquent. J'ai vu ces cas, on bloque. On n'a pas ce catalogue, par exemple, à l'international de fournisseurs, on ne le démocratise pas, on n'a pas l'accompagnement là-dessus. Je pense qu'il y a un effort important de la part des forces de médiation pour aider à surmonter cette crise-là et en profiter. Je le dis, je le redis, il faut qu'on en profite. Et je pense que sur le plan macro comme sur le plan micro, il y a les recommandations que je me suis permis de citer devraient permettre un petit peu de clarifier les choses et de mettre l'économie marocaine sur les bonnes rails, parce que l'atterrissage risque d'être pénible pour l'exercice 2022. Voilà. Très bien, c'est Mehdi, merci beaucoup. Si Jawad,
Effectivement, on a vu que l'État marocain a démontré sa grande capacité à soutenir aussi bien la société et les individus qu'à soutenir l'économie. Aurais-tu d'autres recommandations sur un plan plus macro? Absolument. Alors, je pense que l'urgence à court terme, c'est l'approvisionnement. Produits alimentaires et produits pétroliers et gaz. Et ça, il faut que le gouvernement vraiment considère cela comme une priorité. Parce que rappelez-vous, il y avait eu des émeutes du pain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80. Allah yahfad, comme on dit en arabe, si jamais nous manquons de pain, qui est la base essentielle de l'alimentation des Marocains, ce serait très grave. Alors, sur ce point, Mehdi nous avait rassuré hier en nous disant que nous avions suffisamment de réserves. Je l'espère, je l'espère. Absolument. Enfin, très rapidement, Jawad, ce qu'a annoncé M. Baïsès, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc disposerait des alternatives nécessaires, mais à un coût plus exorbitant. Il était très honnête. Il a dit qu'aujourd'hui, la planification stratégique et la planification des approvisionnements serait rassurante, ne serait-ce que jusqu'à septembre prochain. Elle est rassurante, en attendant bien sûr les résultats de la campagne. Alhamdoulilah, comme l'a si bien dit Jawad, la baraka de ce pays a fait en sorte que, alhamdoulilah, et qu'on peut espérer une bonne récolte. Et puis voilà, on sait que le flaha, c'est ce qui permet un petit peu, c'est vraiment ce qui permet un petit peu de rassurer. Le climat général, c'est alhamdoulilah rassurant. Mais ça va coûter plus cher. Ça va encore coûter plus cher. Voilà. Mais quoi que ça coûte, comme dit Macron, le pain, c'est indispensable. Alors ça va coûter plus cher. Qui devrait payer la facture? Eh ben, il faut que l'État, parce que le consommateur ne peut pas payer bon, surtout c'est un peu facile de se retourner contre l'État. Il faut peut-être trouver d'autres solutions plus créatives. L'État, je pense qu'il a acheté les vaccins, il s'est débrouillé pour nous trouver les vaccins, il s'est débrouillé pour soutenir les entreprises, il s'est débrouillé pour... il faut assurer le pain au même prix. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a aussi le pétrole et le gaz. Est-ce que nous avons... J'ai lu dans la presse que les stocks ne sont pas très importants et c'est peut-être le moment de revenir à la création au fonctionnement de la Samir, parce qu'un pays ne peut pas se passer d'une raffinerie. Donc, ça aussi, c'est très urgent. Soit, moi j'ouvre les deux solutions, soit on reprend la Samir, qui est là, qui a son personnel, son équipement, etc. Soit qu'on crée une autre raffinerie dans une autre région, mais en tout cas, nous avons besoin de cette raffinerie. Alors ça, c'est en ce qui concerne l'approvisionnement. Alors maintenant, à moyen et à court terme, il faudrait profiter des délocalisations, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout les entreprises européennes ont constaté que c'est dangereux de s'approvisionner à partir de l'Asie, notamment de la Chine, parce que c'est très loin, c'est aléatoire, et le Maroc, du fait de sa position très proche de l'Europe, il faut que nous jouions sur cette carte pour attirer le maximum d'IDE. Et là, on attend toujours le code des investissements. On en a parlé pendant des années. Il est temps que ce code sorte pour attirer les IDE. Alors, comme l'a dit aussi Silmedi, pour l'agriculture, il faut absolument s'orienter
vers les cultures vivrières, c'est-à-dire les céréales, les huiles. Vous savez, vous vous rendez compte, nous consommons beaucoup d'huile végétale et là, nous l'importons donc vers les graines oléagineuses. Le sucre, pour le sucre, la production marocaine ne couvre que 50% de la consommation. Donc, ces trois produits, blé, sucre, huile, doivent aussi être absolument développés. Il y a aussi, et le nouveau ministre, on a parlé, le nouveau ministre de l'Industrie, il est indispensable si on veut passer à un pays émergent. Je crois que nous tous, nous espérons qu'à moyen ou long terme, le Maroc puisse devenir un pays émergent. Eh bien, on ne peut devenir un pays émergent que si nous développons notre industrie. Pourquoi? L'industrie, c'est celle qui apporte la valeur ajoutée la plus grande et c'est celle qui emploie les emplois permanents parce que les autres emplois sont moins permanents que l'industrie. Il y a aussi le tourisme. Et puisque vous me demandez de faire des propositions, et j'en ai fait l'exemple, j'étais dans une conférence à l'étranger, et pour rentrer au Maroc, il faut un PCR. Eh bien, je ne vous cache pas que ce n'est pas très commode. J'ai dû prendre rendez-vous, j'ai dû payer de l'argent, on m'a donné le PCR que 24 heures après. Donc, je pense que la situation sanitaire de notre pays est bonne et donc il faudrait enlever ce PCR, garder bien sûr comment on appelle ça, les vaccins, le certificat vaccinal, ça je suis d'accord, mais le PCR, ça va décourager les touristes, parce qu'un touriste, lui, il veut prendre son billet, aller, et puis si on lui dit… Si Jawad, faudrait-il d'abord clarifier la situation sanitaire? Dire est-ce qu'on est est-ce que la pandémie est terminée, pas terminée? On est à une vingtaine chaque jour, on a une vingtaine de contaminations. On n'a plus, heureusement, de décès. Moi je crois, ça c'est les spécialistes qui doivent, mais je pense qu'on peut se permettre et surtout maintenant, vous vous rendez compte, avec l'opération Marhaba, qui va cette année, j'ai entendu la ministre qui a dit que cette année, on va peut-être avoir 3 millions de Marocains parce qu'ils ne sont pas venus au Maroc depuis 2 ans. Et donc, il faut leur faciliter. Parce que, comme je vous ai dit, si on exige le PCR, ils doivent faire toutes les démarches que j'ai dit. Donc, c'est une recommandation, bien sûr, maintenant au pouvoir public de prendre les décisions. Et enfin, une dernière, mon bureau se trouve à côté de la Comalave, la fameuse compagnie de navigation qui a disparu. On n'a plus de marine marchande, vous vous rendez compte? Et maintenant, avec l'augmentation des frettes, il est indispensable qu'on ait aussi un outil. Et donc, je recommande, comme j'ai parlé de la raffinerie, je parle aussi d'avoir une compagnie nationale pour la logistique maritime. On ne peut pas dépendre uniquement des étrangers. Donc, voilà quelques recommandations qui, j'espère, arriveront aux oreilles des décideurs. Merci, c'est Jawad. Si Mehdi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Il y a quelqu'un qui nous rappelle la Samir, cette question de souveraineté. En fait, il y a un maître mot, c'est la souveraineté. Souveraineté au plan industriel, parce que nous sommes en train d'importer des produits alimentaires qui sont simples à fabriquer, qu'on pourrait peut-être fabriquer au plan national, économiser des devises. On est en train d'importer du fuel, on est en train d'importer des dérivés du pétrole, alors qu'on pourrait importer, garder un peu de valeur, etc. Et nous pouvons également beaucoup améliorer
notre tissu industriel et les échanges intersectoriels. Et le cas de l'automobile, il est vraiment extraordinaire. Les autorités ont travaillé la main dans la main avec les privés pour créer les écosystèmes. Résultat des courses, c'est une réussite absolue, incontestable et incontestée. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter dans ce sens, Yacine Mehdi. Absolument. Effectivement, moi je rejoins entièrement ce qu'a dit si Jawad. Bon, maintenant, l'idée c'est que les pouvoirs publics comme les entreprises, parce que vous savez, une raffinerie, soit que ça va être la reprise de la Samir, c'est compliqué, soit que ça va être un petit peu des initiatives privées, des entreprises marocaines, à travers ne serait-ce que dans un futur proche, l'extension de nos capacités de stockage. Pourquoi pas? Maintenant, effectivement, au niveau de la marine marchande, il faut des initiatives. Nous avons vu la Comanave, la reprise de la Comanave, après la chute de la Comanave, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si nous n'avons pas d'initiatives privées de la part des entreprises marocaines qui vont avoir de l'appétit ou un retour en force de l'État, et c'est comme une nationalisation de ces secteurs. Donc, je dirais en quelque sorte l'idée. Alors, il y a une question qui vient de sortir là. On me dit pourquoi c'est compliqué. Je vous explique. Ce qui est compliqué, c'est de gérer le dossier dans son contexte. C'est un dossier qui est devant des tribunaux sur lequel l'État ne peut pas agir directement parce que vous savez qu'il y a un procès d'arbitrage, je ne sais pas, aux États-Unis, donc c'est un peu compliqué, et qu'il faut qu'on trouve une solution pour cet endettement. Et soit qu'on soit novateur, et là aussi, il faut que nous puissions imaginer, parce qu'on parle d'une souscription nationale pour sauver la Samir, soit qu'on soit novateur, soit qu'on trouve une solution qui est technique. Maintenant, depuis 2015 que ça dure, depuis août 2015 que ça dure, bientôt on va être à 7 ans, ben, la grande question, pourquoi ça n'a pas bougé? Si aujourd'hui on va demander à l'État de le faire, il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte. Il y a un contexte qui est très obligeant et très pesant. Le Maroc a fait un choix libéral, il n'a pas le droit je dirais en quelque sorte, de nationaliser la Samir. Ça ne pourrait pas se passer de cette manière, à moins que ce soit un choc extrême qui obligerait les pouvoirs publics à le faire. Maintenant, si les banques, les créanciers, le personnel de la Samir, les têtes pensantes de ce pays-là ne trouvent pas une solution 360 degrés bien pensée, on ne peut pas sauver la Samir dans l'État. Je le dis, j'assume ce que je dis. Par contre, créer des raffineries, créer des capacités de stockage, ça c'est le patriotisme économique. Est-ce qu'aujourd'hui les sociétés de distribution ne peuvent pas faire le pas? Ils peuvent faire le pas. Pour le rachat de la Samir, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire le pas? Je pense qu'ils peuvent quand même faire le pas. Maintenant, effectivement, comment aujourd'hui les encourager, comment les inciter, comment les pousser à faire en quelque sorte ce choix, c'est vraiment la grande question qui se pose aujourd'hui. C'est vraiment la grande question. Je pense qu'il y a beaucoup de politique, beaucoup d'économique, mais l'initiative privée, l'innovation, il a sa place pour gérer ça, notamment de la part des entreprises, avant que ce soit de la part de l'État. Je voudrais, si tu permets, je suis d'accord avec Mehdi, mais je pense que pour ces investissements lourds, tels que la raffinerie, tels que la compagnie nationale, malheureusement, notre secteur privé n'a pas les moyens et ne veut. C'est trop risqué pour eux. C'est pas que c'est risqué, c'est trop gros. Et donc, je pense qu'il faut il faut travailler ensemble entre l'État et le privé. Bien sûr, il ne faut pas nationaliser à 100% les entreprises dont j'ai parlé, mais on peut envisager justement un partenariat public-privé, comme on dit, entre l'État et les professionnels de ces deux secteurs et monter une compagnie nationale maritime et également une raffinerie. Donc moi je suis pour, si vous voulez, un mix entre le public et le privé, parce que notre privé
n'est pas encore, il faut dire les choses, c'est des investissements très importants et donc… Ou alors faire un partenariat public-privé, autoriser des investisseurs privés à mettre de l'argent et à opérer la SAMIR et la retransférer à l'État ou alors une intervention ponctuelle. Je ne pense pas que ça devrait nous faire peur. Nationaliser la SAMIR, ça ne devrait pas nous faire peur. Ça peut être à titre transitoire. Elle pourrait être privatisée plus tard. Oui, écoutez, le problème, c'est une décision qui est lourde politiquement. Il y a un procès de l'autre côté, dans le cadre des conventions de protection des investissements. Comment l'État marocain va expliquer cette nationalisation et quelle est la répercussion de l'autre côté? On nous réclame $1 milliard. On n'attend que cette faute de la part de l'État marocain. Donc, c'est là où je demande à faire attention et c'est là où je dis que c'est un peu compliqué. L'État ne pourrait pas intervenir que dans un cas qui est extrême, vraiment très extrême. En attendant, il faut des initiatives entre les créanciers, le personnel, un petit peu les têtes pensantes. Parce qu'on a attendu à avoir des acheteurs crédibles, je pense que ce n'était pas le cas. C'était pas le cas, je ne pense pas. Donc, autant miser sur je dirais en quelque sorte, des alternatives qui soient crédibles, à mon humble avis. Sinon, on ne va pas malheureusement dénouer les choses. Et je pense qu'il y a une idée qui circule, que je soutiens beaucoup, c'est une souscription nationale. C'est que les Marocains souscrivent à une reprise de la SAMIR avec les moyens du bord. Une souscription nationale qui va permettre un petit peu de sauver la raffinerie. Pourquoi pas? Et que ça va être une nationalisation, mais une nationalisation novatrice. Vraiment. C'est que vraiment, on va récupérer la SAMIR, mais autrement, de façon un peu très, très novatrice. Les banques fassent des concessions, les créanciers fassent des concessions, et puis par la suite, on pourrait effectivement la reprendre et puis demander aux banques de renflouer, de la financer, participer même, demander aux banques de participer à la gestion. Voilà, ça, c'est des idées. Mais maintenant, il faut des têtes pensantes. Ça, c'est sur l'aspect, on va dire, cours du pétrole. Qu'en est-il du fret? Le fret aussi est un poids très important sur notre économie. Et à cause de ça, on a une inflation qui est importée. Nous sommes en train d'importer de l'inflation à travers le fret et le pétrole. Alors, qu'en est-il du fret? Non, le fret, à mon avis, c'est des initiatives privées ou des initiatives dans un cadre plus large, sud-sud. C'est-à-dire aussi, on a besoin de l'innovation. Soit qu'on développe une industrie de paquebot et de logistique dans notre pays, ça va prendre beaucoup de temps pour que les moyens de transport coûteraient moins cher et soient plus démocratisés, plus accessibles aux opérateurs nationaux. Soit qu'on chercherait des joint ventures, des idées un peu plus larges, dans un cadre plus large, dans un cadre plus novateur, avec d'autres dragons, avec d'autres économies émergentes, le Brésil, l'Argentine, qui ont vraiment des flottes qui sont très intéressantes et qu'on ne dépendrait plus de la même formule, de la même copie. Ça également, il faut que les professionnels, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qui nous melotte les mains, c'est de penser le même problème de la même façon et penser les mêmes solutions. Je pense que là, il faut des idées, de bonnes idées. Le Maroc a démontré que le jour où il décide d'innover, je pense qu'on arrive vraiment à réaliser des exploits. Tout à fait. Si Jawad, sur cette question de fret? Alors, le fret, comme vous l'avez dit, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et comme nous n'avons pas de compagnie nationale, eh bien, on subit l'offre, donc la loi de l'offre et de la demande. Et étant donné que… alors, d'où vient, il faut essayer de réfléchir, pourquoi cette augmentation de fret? Eh bien, c'est parce qu'il y a une demande plus grande d'importation, d'exportation des produits. Et donc, et conséquent à la pandémie, donc les flottes se sont mises à l'arrêt. Entre le moment où l'économie a repris, donc les flottes n'ont pas repris au même moment, pénurie de conteneurs, etc. Il y a, à ma connaissance, certaines compagnies
ont même commandé des centaines de milliers une compagnie en particulier a commandé 300 000 conteneurs et ils pensent que les prix des conteneurs devraient baisser ou se normaliser à partir de 2024. Alors d'ici 2024, que devraient faire les sociétés marocaines? Vous savez, malheureusement, quand vous êtes importateur ou exportateur, si vous voulez que votre produit arrive à destination ou arrive localement, il n'y a pas d'autre solution. Le trafic maritime, c'est presque 90% du transport mondial. Donc, il faut passer par là, faire jouer la concurrence. Mais c'est tout ce que je vois, moi, pour ce problème de fret, et puis réfléchir à cette compagnie nationale qui pourrait essayer de jouer un rôle stabilisateur, parce que aussi le taux de fret augmente. Moi, il ne diminue pas beaucoup ces derniers temps, mais il peut aussi, comme vous l'avez dit, peut-être qu'en 2024, il redeviendra beaucoup plus normal que maintenant. Mais ça reste quand même un prix aléatoire en ce qui concerne le fret. Tout à fait. Si Mehdi, à ton avis, qu'est-ce que devraient faire les entreprises pour se prémunir contre les variations des cours des matières premières et des denrées qu'elles importent? Là, il y a deux types de solutions. La première solution, c'est une solution qui est technique, qui revient à, en quelque sorte, imaginer toujours des moyens de substitution ou des procédés de substitution pour éviter soit la pression sur la marge, soit le chômage technique lié à des troublements ou des perturbations dans l'approvisionnement. Ça nécessite la mise en place de stocks stratégiques, la mise en place de variétés. C'est tout un travail interne pour que l'entreprise puisse survivre. Il ne faut pas que l'entreprise marocaine met les œufs dans le même panier. Il ne faut pas. Donc là, effectivement, c'est une réflexion à très long terme. Je pense que c'est une réflexion qui est très stratégique, qui est très intelligente et qui est très intéressante et importante. Et que là, il va y avoir tout simplement une robustesse, une solidité financière de la part de l'entreprise marocaine. Ajoutez à cela le fait de s'équiper, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des produits de couverture des risques. Une manière novatrice, intelligente, parce que, bon, Dieu merci, on n'a pas de problème actuellement avec les devises. Regardez ce qui se passe en Égypte. Regardez nos frères égyptiens, ce qu'ils souffrent. Vous avez entendu récemment les dernières décisions de la Banque centrale égyptienne qui a interdit le financement de devises. C'est dramatique, parce qu'on anticipe un surenchérissement pour l'achat des matières premières. Nous, Dieu merci, grâce au transfert des Marocains du monde, nous avons, alhamdoulilah, une gestion qui est très rationnelle dans nos réserves de devises. Alhamdoulilah, on n'a pas ce problème. Mais attention, je le dis, je le redis, il faut faire attention. Donc aujourd'hui, peut-être le problème devrait se poser à l'avenir. Donc les entreprises doivent avoir cette culture de gestion des risques, de tout genre, risque opérationnel, risque financier, risque stratégique. Et c'est comme ça que l'entreprise va avoir l'antidote. C'est comme un vaccin. Elle va être vaccinée contre les pandémies économiques. Mais ça, c'est une prise de conscience, c'est une maturité, c'est un travail colossal de l'université. Parce que les écoles, les universités, ils ont un grand rôle en matière d'accompagnement. Les centres d'études, les centres de recherche et les associations et puis les représentations interprofessionnelles. Eux aussi, ils ont une responsabilité lourde à ce sujet-là. Très bien. Alors, j'ai une question de M. Younes Mel qui nous dit que la vision basée sur une économie dont la plaque tournante est l'agriculture et le tourisme a montré ses limites et a rendu notre économie très fragile. Le recours au secteur secondaire industriel est-il une solution? Le Maroc ne dispose pas d'un avantage concurrentiel de main-d'œuvre, hormis d'autres pays comme l'Éthiopie et les Philippines qui sont plus compétitifs. Compte tenu de nos atouts, la seule solution réside dans la matière grise et de développer le tertiaire à haute valeur ajoutée. Alors, Younes nous dit qu'au lieu d'aller substituer les importations par des produits par une industrie nationale, il faudrait plutôt développer la haute technologie et comme facteur multiplicateur
du facteur travail. Qu'en penses-tu, si Jawad? Bon, bien sûr, je ne suis pas contre les nouvelles technologies. Le Maroc doit effectivement faire beaucoup d'efforts pour les nouvelles technologies, pour les startups, etc. Mais je demeure persuadé, et d'ailleurs, tous les pays asiatiques qui sont arrivés au stade de l'émergence, qui est notre objectif, sont tous passés par l'industrie. Prenez la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est grâce à son industrie qu'elle a pu se développer d'une façon, et dont le PIB maintenant est 10 fois supérieur à celui du Maroc. Donc, et l'exemple aussi qu'a soulevé Silmedi, l'exemple de l'automobile, c'est quand même extraordinaire. Qui aurait pensé il y a 20 ans, je ne vous cache pas, moi-même, il y a 20 ans, je ne pensais jamais que le Maroc pourrait fabriquer des automobiles, fabriquer des pièces d'avion et tout ça. Eh bien, grâce au travail, on a pu le faire et nous avons une main-d'œuvre qui peut être à la fois moins chère, ce que cherchent les investisseurs, et aussi plus qualifiée. Et je voudrais donner l'exemple, à mon avis, qui peut servir. Toutes ces grandes sociétés, je prends par exemple Renault ou d'autres, eh bien, elles recrutent des jeunes Marocains et Marocaines, bien sûr, et ils les forment dans des écoles de formation, c'est-à-dire spécifiques. Et donc, ils ont à ce moment-là une main-d'œuvre moins chère et qualifiée dans leur secteur. Donc, il faudrait qu'on fasse un peu la même chose. Et moi, je suis très optimiste à condition de travailler beaucoup pour ce qu'on appelle les nouveaux métiers du Maroc. Bon, il y a l'automobile, il y a l'aéronautique, il y a l'électronique, les semi-conducteurs, il y a beaucoup de secteurs. Il faut trouver, moi je trouve que on a l'automobile et on a l'aéronautique, bon, l'électronique un petit peu, il faut qu'on trouve de nouveaux secteurs. Et de nouveaux secteurs. C'est ça l'avenir, c'est de ne pas rester aussi uniquement dans l'automobile et dans l'aéronautique. Il faut élargir, et le ministre actuel est en train de travailler là-dessus, mais il faut l'industrie. Bien sûr, les services, il faut les développer, les services, le tourisme, le monsieur qui a posé la question, il a dit le tourisme, c'est le plus grand employeur. Vous savez, quand on construit un hôtel, immédiatement, vous avez besoin de personnel. Et d'ailleurs, j'ai vu une étude où le coût de la création d'un emploi est beaucoup moins cher dans le tourisme que dans d'autres secteurs. Donc, en résumé, il faut essayer de développer tout ce qui est nouvelles technologies et aussi l'industrie. Très bien. En attendant de donner la parole à Si Jawad une dernière fois pour le mot de la fin, si Mehdi, sur la technologie et ton mot de la fin, si tu veux bien. Écoutez, moi, je suis entièrement d'accord avec Si Jawad. Moi, j'ai toujours dit ça et j'ai toujours dit qu'il faut diversifier notre copie d'investissement. Nous ne pouvons pas être attractifs avec deux métiers. Alhamdoulilah, on a réussi le pari des nouveaux métiers mondiaux, mais je vous renvoie à une étude de l'IRES qui vient de sortir et qui confirme qu'il faut évoluer vers d'autres créneaux, d'autres copies d'investissement. Les nouvelles technologies, ce n'est pas en soi-même une fin, mais c'est un moyen de développement. Parfois, on est en train de croire que c'est un peu la portion
magique de Panoramix qui va doper l'économie marocaine et qui va faire en sorte qu'on va révolutionner l'économie marocaine uniquement. Je ne suis pas d'accord. La révolution, l'industrie 4.0, c'est tout le monde. Le Rwanda, c'est un peu partout, hein, attention. Ce n'est pas que le Maroc. Il faut qu'on la pense de façon un peu intelligente et que nous cherchons vraiment pas de l'informatique utilitaire, mais de l'informatique de développement. Et là, il faut vraiment encore des idées novatrices. Ce n'est pas des applications à développer, mais loin de là. C'est un vrai savoir-faire. Non seulement le soft, mais également le hardware. Bon, j'ai hâte de voir un ordinateur marocain, j'ai hâte de voir un mainframe marocain, voir un iPhone, enfin, pas iPhone, un téléphone portable marocain. C'est ça, hein. C'est le hard et le soft, c'est un peu les deux. Alors, dans l'automobile, justement, une grande partie des calculateurs électroniques, une bonne partie des calculateurs électroniques sont fabriqués au Maroc par des cerveaux marocains au Maroc de A à Z. Effectivement, c'est dans des multinationales, mais ces multinationales ne font que donner le budget et le support. Et toute la conception se fait au Maroc. Nous avons beaucoup d'atouts. Je pense que nous avons aujourd'hui un élément humain d'une très très grande qualité et qu'il faut justement miser là-dessus. Si Jawad, ton mot de la fin, s'il te plaît. Alors, pour le mot de la fin, moi je voudrais dire que notre pays, le Maroc, a bien géré d'abord la pandémie du Covid-19 grâce à l'action de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, grâce à l'administration marocaine. Je me rappelle toujours les rendez-vous pour le test où sur mon smartphone, on me dit vous allez pouvoir faire votre deuxième ou troisième test à tel jour, à tel centre. Et c'est une véritable réussite. Et donc, on a ça. Puisque je m'occupe aussi de relations diplomatiques, il y a tous les succès que nous avons obtenus concernant le Sahara, avec dernièrement le changement de position de l'Espagne, pays colonisateur du Sahara, qui a reconnu le plan d'autonomie. Donc, c'est un succès également. Effectivement, nous allons vivre, parce qu'il faut être réaliste, une année… Alors de ce contexte politique vient renforcer la stabilité, encore renforcer encore plus la stabilité politique et économique du Maroc et notre visibilité à l'étranger. Absolument, notre image qui est très bonne. Je disais aussi que nous allons avoir une année 2022 difficile. Ça, il faut que nous tous, le gouvernement, l'administration, la société civile, nous nous battions pour terminer cette année 2022 et j'ai beaucoup d'espoir pour l'année 2023 et pour le Maroc en général. Merci. Sur cette note positive, je te remercie, Si Jawad. Si Mehdi, tu voudrais peut-être ajouter quelque chose? Alors, moi, effectivement, je suis sur une note aussi positive que dit Jawad. Je pense que c'est l'intelligence collective des Marocains qui va trouver des solutions. Et que là, effectivement, c'est un appel à toutes les contributions de toute nature. Et qu'on soit dans l'attentisme et qu'on soit passif en train d'attendre que les choses nous tombent dessus. Il faut absolument que nous puissions, et je salue l'initiative d'El Kasdé Omar, effectivement, c'est ce type d'initiative qui nous permettra un petit peu d'enrichir le débat et d'ouvrir un petit peu, de projeter, d'avoir des perspectives en matière de réflexion. C'est ça ce qui est important, c'est ça ce qui va nous aider, ce qui va un petit peu nous permettre un petit peu de sortir avec des solutions concrètes et Inch'Allah, opérationnelles. Mais rester comme ça en train de subir, je pense qu'on va perdre beaucoup de temps matériel et on risque malheureusement de subir un climat qui est négatif, qui n'est pas du tout dans l'intérêt un petit peu de développement. Je pense là qu'il faut effectivement encourager ce type d'initiative pour aller de l'avant, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mehdi et Si Jawad pour votre temps. Nous terminons donc sur cette note positive. Effectivement, le succès dans le secteur automobile a bien démontré que nous sommes vraiment capables de travailler d'une manière collective et très intelligemment et d'une manière
très impactante. Je vous remercie pour votre temps. Je remercie les personnes qui nous ont rejoints. Même tardivement, Ramadan Moubarak, à Washan Broka et à très bientôt. Merci, Sylvain. À bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.